Mes parents ont donné à ma sœur Violaine un chèque de 200 000 € pour qu'elle puisse s'acheter une villa de rêve, et à moi, ils n'ont rien donné d'autre qu'un dossier poussiéreux intitulé « L'échec ». Ils pensaient m'humilier, m'enterrer sous le poids de leur déception. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que dans ce dossier se trouvait la clé de leur propre destruction. 2 ans plus tard, quand ma sœur est passée devant ma propriété, elle a hurlé de rage en comprenant qu'ils vivaient désormais sur mon territoire. Ils ont voulu faire de moi un déchet, j'ai fait d'eux mes locataires. Voici comment j'ai transformé leur mépris en un empire et leur arrogance en poussière. Avant de vous raconter comment j'ai fait pleurer ma famille toxique, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. J'adore lire vos messages aux 4 coins du monde. Tout a commencé un soir de novembre, dans le grand salon du manoir de la Roche, la demeure ancestrale de mes parents en Dordogne. L'air sentait la cire d'abeille, le feu de bois et le parfum trop sucré de ma mère, Bérénice. C'était une soirée organisée pour célébrer la réussite éclatante de ma sœur aînée, Violaine. J'étais assise dans un fauteuil en velours rouge, le plus éloigné possible de la cheminée, comme une tache sombre dans ce décor immaculé. Mes mains, rugueuses et marquées par le travail de la terre, reposaient sur mes genoux, jurant avec la finesse des coupes en cristal que mes parents levaient. Violaine rayonnait. Elle portait une robe en soie crème qui coûtait probablement plus cher que tout ce que je possédais. À ses côtés, son mari, Enguerrand, un homme au sourire mielleux et aux dents trop blanches, tenait sa main avec une possessivité théâtrale. « À notre fierté », a déclaré mon père, Rodolphe, en levant son verre. Sa voix était grave, celle d'un homme habitué à commander, un promoteur immobilier qui ne voyait le monde qu'en mètres carrés et en profit. À Violaine, qui a su faire honneur à notre nom. Ma mère a souri, les yeux brillants de larmes artificielles. Elle a sorti une enveloppe épaisse de son sac à main de marque. « Nous voulions t'aider à franchir cette nouvelle étape, ma chérie », a-t-elle roucoulé. « Nous savons que la villa à Bordeaux te plaît tant. » Violaine a ouvert l'enveloppe. Elle a poussé un petit cri perçant, une mise en scène parfaite de surprise. Elle a extrait le chèque et l'a brandi comme un trophée. 200 000 €. Le chiffre dansait devant mes yeux. C'était une somme astronomique. « Oh, maman, papa », s'est-elle exclamée. « C'est trop. Vous êtes merveilleux. » Elle s'est jetée dans leurs bras. C'était le tableau parfait d'une famille unie et prospère. Et moi, Asilis, j'étais le spectateur indésirable, l'invité qu'on tolérait par obligation biologique. Le silence est retombé, et les regards se sont tournés vers moi. Ma mère a froncé les sourcils en voyant mes bottines un peu usées. « Et toi, Asilis ?» a-t-elle demandé, sa voix changeant de registre pour devenir tranchante et froide. « Toujours à gratter la terre ? Toujours pas de mari ? Toujours rien de sérieux ? » J'ai pris une profonde inspiration. Cela faisait des mois que je préparais ma demande. Je voulais lancer ma propre pépinière écologique. J'avais le savoir-faire, la passion, mais il me manquait le capital de départ. En fait, ai-je commencé, ma voix tremblant légèrement, j'ai un projet. J'ai trouvé un terrain à louer pour commencer mes cultures. J'aurais juste besoin d'un petit coup de pouce pour le matériel. Rien de comparable à ce que vous donnez à Violaine, juste ? Mon père a éclaté d'un rire sec qui a claqué comme un coup de fouet. Un coup de pouce ? Pour quoi faire ? Pour que tu joues à la jardinière ? Il a posé son verre avec force. Asilis, tu as 32 ans. Regarde ta sœur. Elle est directrice marketing. Elle a de l'ambition. Toi, tu es brouillonne. Il s'est levé, s'est dirigé vers son bureau en acajou et en a sorti un vieux dossier cartonné, couvert de poussière. Il est revenu vers moi et l'a jeté sur la table basse, devant moi. Le dossier a glissé et a failli renverser mon verre d'eau. « Tu veux quelque chose ? Tiens, a-t-il craché. C'est tout ce que tu auras. » J'ai regardé le dossier. Sur la couverture, écrit au marqueur noir de sa main, il y avait un mot, l'échec. C'est le lot 7B, a-t-il poursuivi avec dédain. 5 hectares de cailloux derrière la colline. J'ai acheté ça il y a 10 ans sur un coup de tête, une erreur de jugement. C'est inconstructible, la terre est pourrie, il n'y a ni eau ni électricité. C'est un boulet fiscal. Je te le donne. C'est à ton image, stérile et inutile.
Ma mère a pouffé de rire, cachant sa bouche derrière sa main manucurée. C'est vrai que ça te correspond bien, Asilis. Un terrain vague pour une vie vague. Violaine s'est approchée, a jeté un coup d'œil au dossier et a murmuré, assez fort pour que tout le monde entende. Pauvre Asilis. Tu vas devenir la reine des orties. J'ai senti une chaleur brûlante monter à mes joues. Ce n'était pas de la honte. C'était quelque chose de plus dur, de plus froid. C'était la fin de l'espoir. J'ai pris le dossier. Je me suis levée. Je n'ai pas dit merci. Je n'ai pas pleuré. J'ai regardé mon père droit dans les yeux, puis ma mère, puis ma sœur. Félicitations pour ta maison, Violaine, ai-je dit calmement. J'espère qu'elle te rendra heureuse. Je suis sortie du salon sans me retourner. J'ai entendu le rire de ma mère reprendre derrière moi, mais il sonnait déjà lointain. Je tenais l'échec entre mes mains, et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais plus comme une victime. Je me sentais comme quelqu'un qui venait de recevoir une arme, même si je ne savais pas encore comment m'en servir. En quittant le manoir de la Roche, j'ai conduit mon vieux camion utilitaire sur les routes sinueuses de la Dordogne. La nuit était noire, sans lune, reflétant le vide que je ressentais dans ma poitrine. Les phares balayaient les chênes centenaires qui bordaient la route, témoins silencieux de ma fuite. Pendant le trajet, mon esprit a dérivé vers ce que j'appelais le musée des douleurs. C'était une collection mentale de souvenirs, chaque pièce étant une preuve supplémentaire que je n'avais jamais été la bienvenue dans cette famille. Je n'étais pas l'enfant désiré, j'étais l'accident, le brouillon raté avant le chef-d'œuvre qu'était Violaine. Je me suis souvenu de mes 10 ans. J'avais passé tout un printemps à cultiver un petit carré de jardin derrière la maison. J'y avais planté des fraises et des soucis. C'était mon sanctuaire. Un matin, je suis rentrée de l'école pour trouver des ouvriers en train de couler du béton sur mes fraisiers. Ma mère surveillait les travaux, une tasse de thé à la main. « Qu'est-ce qui se passe ?» avais-je hurlé, en larmes. « Oh, arrête de pleurnicher, Asilis » avait-elle répondu sans même me regarder. « Violaine a besoin d'un terrain de tennis pour s'entraîner. » Ton petit tas de boue était sur le chemin, j'avais passé la nuit à gratter le béton frais avec mes ongles, essayant de sauver une pousse, une seule. Mais tout était mort. Puis, il y avait eu mes 18 ans. J'avais été acceptée dans une excellente école d'ingénieur agronome. J'étais folle de joie. J'avais couru dans le bureau de mon père pour lui annoncer la nouvelle. Il avait à peine levé les yeux de ses plans. Agronome, avait-il ricané. Pour devenir fermière ? Hors de question que je paie pour ça. Si tu veux jouer dans la terre, fais-le à tes frais. La même année, il avait payé une école de commerce privé à Paris pour Violaine, plus un appartement dans le 16e arrondissement, plus une voiture neuve. J'avais dû travailler la nuit dans un entrepôt frigorifique pour payer mes études par correspondance, m'endettant pour des années. À chaque étape de ma vie, le message avait été clair. Violaine est l'or, Asilis est le plomb. Violaine mérite tout, Asilis ne mérite rien. Je suis arrivé au fameux lot 7B, l'échec, 1 heure plus tard. J'ai garé le camion et j'ai allumé une lampe torche. Le faisceau a révélé un paysage de désolation. Mon père n'avait pas menti sur un point, c'était un chaos. Des ronds sautent comme des hommes, des éboulis de pierres calcaires, une terre sèche et craquelée. Pas un arbre droit, pas un point d'eau visible. C'était une verrue dans le paysage verdoyant de la région. Le vent sifflait entre les pierres, un son lugubre et solitaire. J'ai marché jusqu'au centre du terrain, mes bottes crissant sur le sol stérile. J'ai levé les yeux vers le ciel. Il n'y avait aucune pollution lumineuse ici. Les étoiles brillaient avec une intensité féroce. J'ai repensé au chèque de 200 000 €. À la villa de Violaine. Au rire moqueur. La colère, froide et dense, a commencé à se solidifier en moi. Il m'avait donné ce terrain pour que j'échoue. Il s'attendait à ce que je le vende pour une bouchée de pain ou que je l'abandonne. Il voulait avoir raison. Il voulait pouvoir dire, tu vois, elle est incapable de rien faire, même quand on lui donne de la terre. J'ai sorti une petite pelle de mon camion et j'ai creusé un trou au hasard. La terre était dure, résistante. J'ai forcé, sentant la vibration du choc remonter dans mes bras. Sous la croûte sèche, j'ai senti une légère humidité. Une odeur de terreau, faible mais présente. Tu n'es pas mort, ai-je murmuré à la terre. Tu es juste en colère. Comme moi.
Ce terrain n'était pas un échec. C'était une page blanche. Une page sale, rocheuse et difficile, mais une page blanche quand même. Et surtout, c'était à moi. Pour la première fois, personne ne pourrait venir couler du béton sur mes rêves. C'est là que je vous pose la question. Si votre famille vous traitait de cette façon, vous donnait les miettes en favorisant ouvertement votre frère ou votre sœur, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous rendu le dossier et coupé les ponts? Ou auriez-vous accepté le défi? Dites-le moi dans les commentaires, je veux vraiment savoir comment vous auriez réagi face à une telle injustice. Le lendemain, j'ai pris une décision radicale. J'ai vendu le peu de meubles que je possédais dans mon studio loué. J'ai résilié mon bail. Avec le peu d'argent que j'avais, j'ai acheté un mobil-home d'occasion, une vieille caravane rectangulaire dont la peinture s'écaillait, et je l'ai fait remorquer jusqu'au milieu de mon terrain caillouteux. C'était mon nouveau château. Une boîte de conserve posée sur un désert de pierre. L'hiver en Dordogne peut être impitoyable. Les premières semaines ont été un enfer physique. Le mobil-home était mal isolé. La nuit, je dormais avec 3 pulls et un bonnet, voyant la vapeur de mon souffle monter vers le plafond bas. Je n'avais ni eau courante ni électricité. J'utilisais des bidons que je remplissais au village voisin et une génératrice bruyante que je n'allumais que pour l'essentiel. Chaque matin, je me réveillais avant l'aube, le corps courbaturé par le froid et le travail de la veille. Je passais mes journées à défricher. C'était un combat corps à corps avec la nature. J'arrachais les ronces à main nue, mes gants se déchiraient constamment. Je déplaçais des pierres calcaires lourdes comme des enclumes pour créer des terrasses. Mes parents ne m'ont jamais appelé. Violaine m'a envoyé un seul message, une photo de sa nouvelle cuisine en marbre avec la légende. C'est si dur de choisir entre le granit et le quartz. J'espère que tu t'amuses bien dans ton camping. Bisous. J'ai bloqué son numéro. Un après-midi, alors que je m'acharnais sur une souche de chêne mort, j'ai senti une présence. Je me suis retournée, prête à défendre mon territoire. C'était un vieil homme, appuyé sur une canne en bois noueux, qui me regardait depuis le chemin de terre. Il portait une casquette plate et une veste en velours côtelé usé. C'était monsieur Guenolé, mon plus proche voisin, un fermier à la retraite dont tout le monde disait qu'il était fou. « Tu t'y prends mal, petite », a-t-il dit d'une voix qui ressemblait au bruit du gravier. J'ai essuyé la sueur et la terre de mon front. « Je ne vous ai rien demandé, monsieur. » Il a ignoré ma rebuffade et s'est approché en boitant. Il a pointé sa canne vers une dépression dans le terrain, un endroit où les orties poussaient plus dru qu'ailleurs. « Là, a-t-il dit. Les orties aiment l'azote et l'eau. Ton père, ce citadin idiot, n'a jamais su regarder la terre. Il a vu des cailloux. Moi, je vois une veine. » Il est parti aussi vite qu'il était venu. Intrigué et désespéré, j'ai pris ma pioche et je suis allé à l'endroit qu'il avait indiqué. J'ai creusé. 1,50 m. Mes muscles hurlaient. Et soudain, la terre est devenue boueuse. Un coup de pioche de plus, et un petit jet d'eau trouble a jailli. Une source. Il y avait une source naturelle, bouchée par des années de négligence et d'éboulis. Je suis tombé à genoux dans la boue, riant et pleurant à la fois. L'eau, c'était la vie. L'eau, c'était l'argent. L'eau, c'était la liberté. Avec cette source, je n'avais plus besoin de payer pour des raccordements coûteux. Je pouvais irriguer. Ce soir-là, assise sur les marches de mon mobil-home, j'ai bu une tasse de thé faite avec l'eau de ma propre terre. Elle avait un goût de fer et de victoire. J'ai regardé l'horizon. J'étais seule, pauvre, et ma famille me considérait comme un déchet. Mais j'avais de l'eau. Et j'avais la rage. C'était tout ce dont j'avais besoin pour commencer la guerre. 2 années ont passé. 2 années où le temps n'était plus mesuré en heures ou en minutes, mais en saisons, en cycles de lune et en croissance millimétrée des racines. Je n'ai pas essayé de transformer le terrain en un jardin à la française comme celui de ma mère. J'ai écouté la terre. C'était un sol calcaire, sec, drainant. Planter des gazons anglais ou des hortensias aurait été un suicide. Alors, j'ai fait le contraire. J'ai créé une pépinière spécialisée dans les plantes résilientes, les oubliées, les guerrières. J'ai cultivé des milliers de pieds de lavande, de romarin, de thym, d'immortelles. J'ai élevé des chênes verts et des érables de Montpellier. J'ai appris à bouturer, à greffer, à murmurer aux graines pour qu'elles germent.
J'ai utilisé les pierres que j'avais extraites pour construire des murets de pierres sèches qui retenaient la chaleur et protégeaient mes cultures du vent. Peu à peu, le paysage lunaire a changé. Des vagues de violet, de vert argenté et de jaune ont remplacé le gris et le marron. L'air s'est rempli du bourdonnement des abeilles et du parfum entêtant des aromates. Le succès n'est pas venu du jour au lendemain, mais il est venu. Les étés devenaient de plus en plus chauds et secs. Les riches propriétaires de villas, fatigués de voir leur pelouse jaunir et de payer des factures d'eau astronomiques, cherchaient des alternatives. Ma pépinière, les racines d'Asilis, offrait exactement cela, des jardins secs, écologiques, beaux et autonomes. J'ai commencé à fournir des architectes paysagistes, puis des hôtels de luxe et enfin des municipalités. L'argent a commencé à rentrer. Je n'ai pas changé de voiture. Je n'ai pas acheté de vêtements de luxe. J'ai réinvesti chaque centime. J'ai construit une serre bioclimatique automatisée. J'ai acheté un système d'irrigation goutte à goutte de pointe. Je vivais toujours dans mon mobil-home, mais je l'avais agrandi avec une terrasse en bois couverte de glycine. C'était mon paradis. Je n'avais plus de nouvelles de ma famille, et cela me convenait parfaitement. J'étais devenu un fantôme pour eux, et ils étaient devenus de mauvais souvenirs pour moi. Mais le succès a une odeur. Et comme les requins sentent le sang, les familles toxiques sentent l'argent. Un après-midi de juin, alors que je chargeais une commande de laurier rose pour un client à Nice, j'ai entendu le crissement distinctif de pneus sur le gravier de mon allée. Ce n'était pas le bruit lourd d'un camion de livraison. C'était le feulement d'un moteur de sport. Je me suis retourné. Une Porsche Cayenne noire, rutilante, avançait lentement entre mes rangées de lavande, comme un coléoptère géant et malveillant. Elle s'est arrêtée devant ma serre. La portière s'est ouverte et une jambe bronzée, chaussée d'un escarpin rouge à semelles rouges, s'est posée sur mon sol poussiéreux. Violaine est sortie. Elle portait des lunettes de soleil énormes et une robe d'été qui criait « Côte d'Azur ». Enguerrand, son mari, est sorti côté passager, l'air ennuyé, tapotant sur son téléphone. Violaine a baissé ses lunettes sur le bout de son nez. Elle a regardé autour d'elle, la bouche entr'ouverte. Elle ne voyait pas le travail, la sueur, l'ingénierie. Elle voyait la prospérité. Elle voyait les camions de livraison. Elle voyait les milliers de plantes prêtes à être vendues. Eh bien, a-t-elle dit, sa voix suintant une fausse gaieté. On dirait que la petite Souillon a trouvé comment faire pousser de l'argent. J'ai posé mon bon de livraison. J'ai essuyé mes mains pleines de terre sur mon tablier. Je n'étais plus la petite sœur intimidée dans le fauteuil en velours. J'étais chez moi. « Qu'est-ce que tu veux, Violaine ?» ai-je demandé calmement. « Je n'ai pas de plante d'intérieur pour ton salon. Ici, on vend du solide. » Son sourire s'est figé. Elle a fait un pas vers moi, ses talons s'enfonçant dans le gravier, la déséquilibrant légèrement. Cette image, cette petite perte d'équilibre, m'a donné une satisfaction immense. Elle n'était pas adaptée à mon monde. On passait dans le coin, a-t-elle menti. Le manoir était à 1 heure de route. Maman s'inquiète pour toi. Elle dit que tu vis comme une sauvage. Mais je vois que c'est plus grand que ce qu'on pensait. Ses yeux scannaient tout, évaluant, calculant. Je connaissais ce regard. C'était le même que celui de mon père. Elle cherchait la faille ou le profit. Mais elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Enguerrand s'est approché d'une rangée d'oliviers centenaires en pot, dont chacun valait plus de 1 000 €. Il a sifflé d'admiration, touchant une feuille comme s'il vérifiait la qualité d'un tissu. « Dis donc, Asilis » a-t-il lancé avec condescendance. « Ça se vend bien, ces trucs-là ? J'ai un ami promoteur qui cherche à végétaliser un complexe hôtelier. Peut-être qu'on pourrait s'arranger ? Je ne fais pas de prix famille, Enguerrand, ai-je répondu sèchement. Et je choisis mes clients. Le visage de Violaine s'est durci. La façade de la sœur bienveillante s'est fissurée, révélant la jalousie brute qui bouillonnait en dessous. « Tu te prends pour qui ?» a-t-elle sifflé. « Tu crois que tu es quelqu'un parce que tu as vendu 3 salades ? Ce terrain, c'est papa qui te l'a donné. Sans lui, tu ne serais rien. Tu serais encore à faire la manche. » Il m'a donné un échec, Violaine. J'en ai fait une réussite. C'est toute la différence entre toi et moi. On te donne tout, et tu consommes. On ne me donne rien, et je crée.
Elle est devenue rouge écarlate. Elle a sorti son téléphone, ses doigts tremblants de rage, et a composé un numéro. Elle a mis le haut-parleur, voulant m'humilier publiquement, voulant que l'autorité paternelle me remette à ma place. « Papa » a-t-elle crié dès qu'il a décroché. « Tu ne vas pas croire ce que je vois. Je suis chez Azilis. Son terrain pourri ? C'est une mine d'or. Il y a des camions partout, des serres immenses. Elle nous a menti. Elle se fait un fric monstre sur ton dos. » À l'autre bout du fil, il y a eu un silence, puis la voix de mon père, grésillante mais claire. « De quoi tu parles, Violaine ? Je te dis qu'elle exploite ton terrain. Elle ne t'a jamais rien dit. Tu dois récupérer ça, papa. C'est injuste. Moi j'ai des traites à payer pour la villa, et elle encaisse sans rien faire. Tu dois exiger ta part. » J'ai regardé ma sœur hurler dans son téléphone, une femme de 35 ans qui agissait comme une enfant gâtée de 5 ans à qui on a volé un bonbon. C'était pathétique. « Passe-moi Azilis » a ordonné mon père. Violaine m'a tendu le téléphone avec un sourire triomphant. « Il veut te parler. Tu vas voir. » J'ai pris l'appareil. « Allô, père. »« C'est vrai ?» a-t-il demandé. « Pas comment vas-tu, pas bravo. Juste, est-ce qu'il y a de l'argent ? C'est une entreprise légale, enregistrée à mon nom, sur un terrain qui m'appartient, ai-je dit froidement. Tu m'as donné le dossier l'échec, tu te souviens ? J'ai gardé le dossier. Et j'ai gardé le terrain. On va devoir discuter, Azilis, a-t-il dit, sa voix prenant ce ton d'homme d'affaires qui prépare une négociation hostile. J'ai peut-être été hâtif. On passera ce week-end. J'ai raccroché sans répondre et j'ai rendu le téléphone à Violaine. « Sortez de ma propriété, ai-je dit. Vous bloquez mes livraisons. » Violaine a tapé du pied, a fait demi-tour et est remontée dans sa Porsche. Enguerrand a suivi comme un chien battu. Ils sont partis dans un nuage de poussière, mais le mal était fait. Ils savaient. Et maintenant, ils allaient venir réclamer leur part du gâteau qu'ils n'avaient pas cuisiné. Ce que je ne savais pas encore, c'est que le destin ou peut-être le karma allait intervenir de la manière la plus brutale qui soit. Cette visite allait être le catalyseur d'une série d'événements qui changeraient tout. Les semaines suivantes ont été étranges. Je m'attendais à une invasion, à des avocats, à des cris. Mais rien. Juste un silence pesant. Cependant, j'ai remarqué quelque chose. 1 ou 2 fois par semaine, la berline grise de mon père passait lentement sur la route départementale qui longeait ma pépinière. Elle ralentissait, s'arrêtait parfois quelques minutes au sommet de la colline, puis repartait. Il observait. Il évaluait. Je retrouvais parfois des mégots de ses cigares préférés écrasés dans l'herbe près de l'entrée. Il n'osait pas entrer, mais il regardait son échec devenu empire. Je me demandais ce qu'il pensait. Regret ? Fierté ? Avidité ? Probablement un mélange toxique des trois. 6 mois après la visite de Violaine, l'appel est arrivé. Ce n'était pas mon père. C'était l'hôpital de Périgueux. Mademoiselle Azilis de la Roche ? Votre père, Rodolphe, a fait un AVC massif. Vous devez venir tout de suite. J'ai laissé mes outils en plan. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital, le cœur battant non pas de chagrin, mais d'une angoisse indéfinissable. Quand je suis arrivée dans la chambre, l'ambiance était glaciale. Ma mère était assise sur une chaise, le visage parfaitement maquillé malgré l'heure tardive, tapotant frénétiquement sur sa tablette. Violaine était au téléphone dans le couloir, discutant apparemment avec son banquier. « Tu es là », a dit ma mère sans me regarder. « Les médecins disent que c'est la fin. » Elle a dit comme on annonce qu'il va pleuvoir. Je me suis approchée du lit. Mon père, cet homme autrefois si imposant, si terrifiant, n'était plus qu'un corps inerte branché à des machines qui bipaient. Son visage était affaissé d'un côté. Mais ses yeux étaient ouverts et ils ont bougé vers moi dès que je suis entrée. Il y avait une urgence dans son regard. Une panique. Il a essayé de lever sa main valide. J'ai hésité, puis j'ai pris sa main. Elle était froide. Il a essayé de parler. Un son rauque, inintelligible est sorti de sa gorge. Chut, a-t-il gargouillé. Ma mère s'est levée brusquement. Ne le fatigue pas, Azilis.
Lâche-le. Mais mon père a serré ma main avec une force surprenante. Il a tiré vers lui. Je me suis penchée. Fondation. A-t-il soufflé. Puis, plus clairement, mur. Asilis, les murs. C'était tout. Son corps s'est relâché. Le moniteur cardiaque a émis ce long sifflement continu que l'on redoute tous. Il est parti, a dit un infirmier en entrant. Violaine est entrée à ce moment-là. Il est mort, a-t-elle demandé. Puis, se tournant vers maman. Et pour les comptes? On a les procurations? Je suis restée figée, la main de mon père mort encore dans la mienne. Fondation? Les murs? Qu'est-ce qu'il avait voulu dire? Était-ce le délire d'un mourant ou un dernier message? Je n'ai pas pleuré. J'ai regardé ma mère et ma sœur commencer immédiatement à planifier les obsèques comme un événement mondain, discutant du traiteur et de la liste des invités VIP. Je me sentais totalement étrangère à leur deuil matériel. Je suis sortie de l'hôpital, seule. Je ne savais pas encore que ce dernier mot, mur, était la clé qui allait faire exploser notre famille. Mon père, dans sa complexité tordue, m'avait laissé bien plus qu'un terrain vague. Il m'avait laissé une bombe à retardement, et le compte à rebours venait de commencer. Une semaine après l'enterrement, une cérémonie grandiose où ma mère a joué la veuve éplorée à la perfection devant le gratin local, nous avons été convoqués chez le notaire, Maître Valade. Son bureau, situé dans un immeuble ancien de Périgueux, sentait le vieux papier et la loi. Maître Valade était un homme strict, aux lunettes rondes, qui avait géré les affaires de mon père depuis toujours. Il nous a fait asseoir. Maman et Violaine d'un côté, moi de l'autre. La distance physique entre nous n'avait jamais semblé aussi grande. Violaine trépignait presque d'impatience. Je savais, par des rumeurs au village, que son mari avait fait de mauvais investissements et qu'ils avaient besoin de liquidités rapidement. Elle s'attendait à un gros héritage. Bien, a commencé le notaire. Rodolphe a laissé un testament très précis, rédigé il y a 6 mois. Maman a souri. Il a toujours été prévoyant. Tout d'abord, les liquidités et les actions, a lu Maître Valade. À mon épouse Bérénice, je lègue l'usufruit de tous mes comptes bancaires. À ma fille Violaine, je lègue la somme de 50 000 euros. Quoi? A hurlé Violaine. 50 000? C'est tout? Mais papa était millionnaire. Où est le reste? Votre père a fait de lourds investissements risqués ces dernières années qui n'ont pas porté leurs fruits, et il a beaucoup dépensé pour maintenir le train de vie du manoir, a expliqué le notaire calmement. C'est ce qu'il reste en liquidité disponible. Violaine est devenue blême. 50 000 ne couvraient même pas ses dettes de carte de crédit. Mais la maison, a interpellé maman. Le manoir de la Roche. Il vaut des millions. Maître Valade a ajusté ses lunettes et m'a regardé. J'ai senti un frisson parcourir mon échine. Concernant l'immobilier, a-t-il poursuivi. Monsieur de la Roche a fait une modification cadastrale importante l'année dernière. Il confirme que le lot 7B, déjà donné à Asilis, lui appartient en pleine propriété. On s'en fiche de son terrain vague, a craché Violaine. Attendez. Il y a une suite. Le notaire a pris une autre feuille. Je lègue également à ma fille Asilis la nue propriété de la totalité du lot 7A. Il y a eu un silence. Maman a froncé les sourcils. Le lot 7A? C'est quoi ça? Le lot 7A, a dit le notaire en dépliant une grande carte sur le bureau, c'est la parcelle de 15 hectares qui entoure le manoir. Et qui inclut l'assise foncière du manoir lui-même. Il a pointé son doigt sur la carte. Je me suis penchée. J'ai vu mon terrain, le 7B. Et juste à côté, le 7A. Le manoir était dessiné dessus. En d'autres termes, a continué Maître Valade, Asilis est désormais la propriétaire des murs et du terrain du manoir de la Roche. Madame Bérénice, vous en conservez l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'y habiter, jusqu'à votre mort. Mais vous ne possédez plus la maison. Vous ne pouvez pas la vendre. Vous ne pouvez pas l'hypothéquer. C'est impossible, a crié maman, se levant d'un bond. C'est ma maison. Rodolphe n'aurait jamais fait ça. Il a fait parce qu'il savait que vous la vendriez pour payer les dettes de Violaine, a dit le notaire avec une franchise brutale.
Il voulait que le patrimoine reste dans la famille. Et il a estimé qu'Asilis était la seule capable de le conserver. J'étais sous le choc. Mon père m'avait légué la maison? Non, mieux. Il m'avait légué le pouvoir sur la maison. Mais ce n'est pas tout, a ajouté le notaire, un léger sourire aux lèvres. Il y a une clause particulière concernant l'usufruit. C'est là que le piège s'est refermé. La clause qui allait transformer leur vie en cauchemar et la mienne en une partie d'échec magistral. Une clause, a balbutié Violaine, sentant que le sol se dérobait sous ses pieds loup-boutin. Oui, a répondu maître Valade. Il semblait prendre un plaisir pervers à cette lecture. Votre père était un homme d'affaires redoutable. Il a stipulé ceci, l'usufruit de mon épouse Bérénice est conditionné à l'entretien strict du bien. Étant donné que la nue propriétaire, Asilis, ne tire aucun revenu de ce bien tant que l'usufruit court, tous les frais d'entretien courant, les taxes foncières, et les charges exceptionnelles liées à l'occupation seront à la charge exclusive de l'usufruitière. Jusque-là, c'était assez standard. Mais la suite ne l'était pas, de plus, étant donné la configuration géographique des lieux, suite au redécoupage des parcelles. Le notaire a tracé une ligne sur la carte. L'accès principal au manoir, ainsi que la fosse septique et le système de drainage, se trouvent désormais techniquement sur le lot 7B, propriété pleine et entière d'Asilis. J'ai regardé la carte. J'ai écarquillé les yeux. C'était vrai. L'allée majestueuse bordée de tilleuls qui menait au manoir traversait mon terrain. La fosse septique était enterrée à la limite de mon champ de lavande. Par conséquent, a fini le notaire, si l'usufruitière souhaite utiliser ces infrastructures situées sur le terrain d'autrui, elle devra s'acquitter d'une redevance d'usage ou droit de passage et d'assainissement, dont le montant sera fixé par la propriétaire du terrain, Asilis, selon les tarifs du marché. Le silence dans la pièce était assourdissant. Mon père avait, littéralement, enclavé la maison de ma mère dans ma propriété. Il avait transformé le manoir en une île, et j'étais l'océan qui l'entourait. C'est du délire, a hurlé Violaine. Tu veux dire que maman doit payer un loyer à Asilis pour passer par son propre portail? Pour utiliser ses toilettes? Juridiquement, oui, a confirmé le notaire. Sinon, Asilis a le droit de bloquer l'accès et de condamner les canalisations qui débordent sur son terrain. Maman est retombée dans son fauteuil, blanche comme un linge. Rodolphe, pourquoi m'as-tu fait ça? A-t-elle murmuré. Je savais pourquoi. Parce qu'il savait qu'elle me méprisait. Parce qu'il savait qu'elle ne m'avait jamais respectée. Et dans un dernier acte de lucidité tordue, il m'avait donné le fouet pour me faire respecter. Il ne m'avait pas donné d'amour, mais il m'avait donné du levier. Je contesterai ce testament, a menacé Violaine. Papa n'était pas sain d'esprit. Il a passé un examen psychiatrique le jour de la signature, joint au dossier, a contré maître Valade. C'est inattaquable. Nous sommes sortis de l'étude. Dans la rue, maman s'est tournée vers moi. Son visage avait changé. La haine avait laissé place à une peur panique masquée par un sourire tremblant. Asilis, ma chérie, a-t-elle commencé, sa voix montant dans les aigus. Tout ça, ce sont des papiers. Nous sommes une famille. Tu ne vas pas faire ça, n'est-ce pas? Tu ne vas pas me faire payer pour rentrer chez moi? J'ai regardé cette femme qui avait laissé détruire mon jardin d'enfants. J'ai regardé ma sœur qui m'avait traité de déchet. J'ai pensé à mes années de froid dans le mobil-home. J'ai pensé au chèque de 200 000 €. Le notaire a dit tarif du marché, maman, ai-je répondu calmement. Je vais faire une estimation. Je t'enverrai la facture le 1er du mois. Tu es un monstre, a crié Violaine. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Justement, ai-je dit en me dirigeant vers mon vieux camion. C'est exactement pour ça. J'ai démarré le moteur. Dans mon rétroviseur, je les ai vues, minuscules et impuissantes sur le trottoir. La partie venait de commencer, et j'avais tous les atouts en main. Les jours suivants ont été un délice d'observation. J'ai engagé un géomètre expert et un huissier pour officialiser les limites de propriété. Ils ont planté des bornes orange fluo tout le long de l'allée des tilleuls, bien visibles depuis les fenêtres du salon de ma mère. C'était une guerre psychologique. Puis, j'ai envoyé la première facture. Par courrier recommandé avec accusé de réception. Droit de passage, véhicule lourd et léger, 2 000 € mois.
L'entretien d'une allée classée coûte cher, après tout. Servitude d'assainissement, fosse septique, 1000 € mois. Traitement des déchets sur terrain écologique certifié. Total à régler sous 8 jours, 3000 €. Le téléphone a sonné 3 minutes après que le facteur ait livré l'enveloppe. J'ai laissé sonner. 10 fois. 20 fois. Puis les messages ont commencé. D'abord maman, jouant la victime. Asilis, comment peux-tu? Je suis ta mère. Je n'ai pas cet argent, tu le sais bien. Ton père a tout bloqué. Ensuite Violaine, jouant l'intimidatrice, on a vu un avocat. Ce que tu fais est illégal. C'est de l'abus de faiblesse. Retire cette facture ou on te traîne en justice. Puis Enguerrand, essayant la séduction maladroite, écoute Asilis, on peut s'arranger autrement. J'ai des contacts, je peux t'aider à développer ta boîte. J'ai répondu par un seul email groupé, copiant leur avocat et le notaire, chère famille, ma société ne fait pas de crédit. Sans paiement au 5 du mois, l'accès véhicule sera fermé par une barrière automatique, et la canalisation d'évacuation sera obturée à la limite de propriété. Cordialement, Asilis. Le 5 du mois est arrivé. Pas de virement. Elle pensait que je bluffais. Elle pensait que la petite Asilis, qui avait toujours baissé la tête, n'oserait pas. Elles avaient tort. Le 6 au matin, à 7 heures, mes ouvriers installaient une barrière en bois massif à l'entrée de l'allée, avec un digicode dont j'étais la seule à avoir le code. À 8h30, Violaine est arrivée pour déposer ses enfants chez maman. Elle s'est retrouvée nez à nez avec la barrière fermée. Elle a klaxonné comme une forcenée. Je suis sortie de ma serre, une tasse de café à la main, observant la scène. Elle est sortie de sa voiture, furieuse, et a secoué la barrière. « Ouvre » a-t-elle hurlé. « Le code est délivré après paiement » ai-je crié depuis ma terrasse. « Tu peux te garer sur la route départementale et finir à pied. Ça fait 800 mètres de marche. C'est bon pour la santé. » Elle portait des talons aiguilles de 12 centimètres. Il avait plu la veille. Le chemin piétonnier, que j'avais légalement l'obligation de laisser ouvert, était un sentier de terre boueuse. J'ai vu ma sœur, la princesse, prendre ses enfants sous le bras et commencer à marcher dans la boue, ruinant ses chaussures à 600 €. Elle pleurait de rage à chaque pas. Ma mère l'attendait sur le perron, l'air hagard. C'était cruel? Oui. Était-ce nécessaire? Absolument. Elle devait apprendre que le respect ne se demande pas, il s'impose. Et parfois, la leçon doit passer par les pieds pour atteindre la tête. Le siège du manoir a duré 2 mois. 2 mois durant lesquels le manoir de la Roche, autrefois symbole de prestige, est devenu une prison dorée. Sans accès pour les véhicules, la vie de ma mère est devenue un cauchemar logistique. Les camions de livraison de fioul pour le chauffage ne pouvaient pas passer. Les traiteurs ne venaient plus. Même le camion poubelle ne pouvait pas accéder au conteneur. Ma mère devait traîner ses sacs poubelles sur 800 mètres jusqu'à la route. Imaginez Bérénice de la Roche, toujours tirée à 4 épingles, tirant un sac poubelle qui fuit sous la pluie. L'image a fait jaser tout le village. Les gens commençaient à comprendre que le vent avait tourné. Violaine a essayé de faire intervenir la police. Une voiture de gendarmerie est venue un matin. Mademoiselle, a dit le gendarme, un peu gêné. Votre famille se plaint d'être séquestrée. J'ai sorti le dossier complet, le testament, les relevés cadastraux, les lettres de mise en demeure impayées. Monsieur l'agent, ai-je expliqué. Il y a un accès piéton. Elles sont libres d'entrer et de sortir. Mais mon terrain est une exploitation agricole privée. Je ne peux pas laisser passer des véhicules gratuitement sur une voie que j'entretiens, surtout s'ils ne paient pas les charges dues. C'est un litige civil, pas pénal. Le gendarme a hoché la tête. Il a regardé la boue sur les chaussures de Violaine qui s'agitaient derrière la barrière. Il a eu un petit sourire en coin. Tout le monde dans la région savait comment les de la Roche traitaient les petites gens. C'est en règle, a-t-il conclu en se tournant vers ma sœur. Payez vos factures, madame. Ou achetez un hélicoptère. La situation s'est aggravée quand la fosse septique a commencé à déborder. J'avais fait installer une vanne d'arrêt sur mon terrain, légalement risquée, mais j'avais de bons avocats maintenant. Les toilettes du manoir refoulaient. L'odeur dans ce château de princesse devenait insupportable. C'était le coup de grâce.
L'hiver arrivait. La cuve de fioul était vide. Il faisait 12 degrés dans le grand salon. Maman a attrapé une bronchite. Violaine, dont la maison à Bordeaux était saisie par la banque, j'avais appris que son mari était ruiné, avait dû emménager au manoir avec ses enfants. Elle vivait dans le froid, dans la puanteur, isolée du monde par ma barrière en bois. Un soir de décembre, sous une pluie battante, j'ai vu une silhouette s'approcher de ma serre. Elle marchait péniblement, une lampe torche à la main. C'était Violaine. Sans maquillage, les cheveux trempés, vêtue d'un vieux jogging. Elle ne ressemblait plus à la femme arrogante de la Porsche. Elle ressemblait à ce qu'elle était vraiment, désespérée. Elle a frappé à la porte vitrée. Je l'ai laissée entrer. Elle tremblait de froid. On n'en peut plus, a-t-elle sangloté. Maman est malade. Les enfants ont froid. S'il te plaît, Asilis. Tu as gagné. On fera ce que tu veux. Juste, remets le chauffage. Ouvre la barrière. J'étais assise derrière mon bureau en chêne, entourée de mes plantes luxuriantes et chaudes. Le contraste était violent. Tu te souviens de mes 10 ans, Violaine, ai-je demandé doucement. Tu te souviens quand tu as ri en voyant le béton couler sur mes fleurs? Elle a baissé la tête, les larmes coulant sur ses joues. Je suis désolée. Je suis désolée pour tout. C'était la première fois de sa vie qu'elle s'excusait. Non pas par remords moral, mais par nécessité vitale. C'était une victoire, mais elle avait un goût amer. Je ne voulais pas leur mort. Je voulais leur soumission. Et je voulais récupérer ce qui aurait dû être à moi, ma place. Assieds-toi, ai-je dit. On va négocier. Et cette fois, c'est moi qui dicte les conditions. J'ai posé un contrat devant elle. Ce n'était pas un simple accord de paix. C'était une restructuration complète de nos vies. Voici l'offre, ai-je dit. Je ne veux pas de votre argent, vous n'en avez plus de toute façon. Je veux le manoir. Mais maman a l'usufruit. A commencé Violaine. Elle va renoncer à son usufruit. En échange, je m'engage à la loger, à la nourrir et à chauffer la maison jusqu'à la fin de ses jours. Mais pas comme maîtresse de maison. Comme invitée. Violaine a écarquillé les yeux. Tu veux la mettre dehors? Non. Je vais transformer le manoir. Le rez-de-chaussée et le premier étage deviendront le siège social de ma pépinière, des bureaux et un espace de réception pour mes clients. Je vais rénover le grand salon pour en faire un showroom. J'ai fait une pause pour laisser l'idée s'imprégner. Maman et toi, vous vivrez dans l'appartement du 2e étage, sous les combles. C'est chauffé, c'est confortable, c'est ce qu'on appelait autrefois les quartiers des domestiques. C'est humiliant, a protesté Violaine, mais sans conviction. C'est ça, où vous continuez à vivre dans le froid et la merde, littéralement, ai-je tranché. Et toi, Violaine, tu as besoin d'un travail, non? Ton mari t'a quitté quand l'argent a disparu. Je t'embauche. Tu m'embauches? J'ai besoin de quelqu'un pour gérer l'administratif et l'accueil des clients. Tu es douée pour sourire et faire la belle, non? Tu seras mon assistante. Au SMIC. Elle m'a regardée avec horreur. Travailler pour sa petite sœur, celle qu'elle appelait l'échec, vivre dans les combles de sa propre maison d'enfance. C'était la chute finale. Je te laisse 1 heure pour signer, ai-je dit en lui tendant un stylo. Le camion de fioul attend à la barrière. C'est toi qui décides si tu l'ouvres ou non. Elle a signé. La main tremblante, elle a signé la fin de son règne et le début du mien. Le lendemain, les travaux ont commencé. J'ai fait entrer mes équipes. Nous avons nettoyé, réparé, chauffé. Maman, trop faible pour protester et secrètement soulagée d'être prise en charge, a accepté de déménager ses affaires à l'étage. Voir mes employés marcher avec leurs bottes terreuses sur les parquets cirés du grand salon, installer des bureaux modernes là où trônaient les fauteuils Louis XV, a été une catharsis. J'ai accroché le dossier l'échec, encadré sous verre, au-dessus de la cheminée monumentale. C'était désormais l'œuvre d'art la plus précieuse de la maison. Violaine a commencé son travail le lundi suivant. La voir servir le café à mes clients, des architectes paysagistes qui me traitaient avec un immense respect, était une image étrange. Elle avait perdu sa superbe, mais elle avait gagné quelque chose d'autre, une utilité.
Pour la première fois de sa vie, elle gagnait son argent. Maman passait ses journées à la fenêtre du haut, regardant mon empire s'étendre. Le jardin qu'elle méprisait avait avalé sa maison. Elle vivait désormais au rythme de mes saisons. 5 ans ont passé depuis ce jour. Aujourd'hui, le domaine Asilis est une référence nationale en matière d'écologie et de biodiversité. Le terrain caillouteux du lot 7B est devenu un arboretum magnifique, ouvert au public, où des milliers de visiteurs viennent apprendre comment la nature peut renaître des pires conditions. Je me tiens souvent sur la terrasse du manoir, regardant le soleil se coucher sur mes chênes et mes lavandes. J'ai racheté les dettes de la famille. J'ai sauvé la maison de la ruine. J'ai même payé les études des enfants de Violaine. Certains diront que j'ai été dur, que j'ai abusé de mon pouvoir. Parfois, quand je croise le regard éteint de ma mère dans l'escalier, je me pose la question. Mais ensuite, je me souviens de la petite fille de 10 ans qui pleurait sur ses fraisiers bétonnés. Je me souviens de l'étudiante fauchée dans l'entrepôt frigorifique. Je ne les ai pas détruites. Je les ai mises face à la réalité. Je leur ai appris la valeur du travail et de l'humilité, une leçon qu'elles n'auraient jamais apprise autrement. Violaine a changé. Elle est moins arrogante, plus calme. Elle a même commencé à apprendre les noms latins des plantes. L'autre jour, je l'ai vue expliquer passionnément à un client pourquoi il fallait choisir un quercus ilex plutôt qu'un palmier. Elle m'a vu la regarder et, pour la première fois, elle m'a fait un petit sourire timide, presque sincère. Maman, elle, reste dans son monde. Mais elle ne me critique plus. Elle a peur de moi, et peut-être, quelque part, une forme tordue de respect. Mon père avait raison sur un point, la fondation est tout. Il pensait que la fondation, c'était l'argent et le béton. J'ai prouvé que la vraie fondation, c'est la résilience. C'est la capacité à prendre la boue qu'on vous jette et à l'utiliser pour faire pousser quelque chose de beau. J'ai gardé le terrain. J'ai gardé l'échec. Et j'en ai fait ma plus grande réussite. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'est une histoire de vengeance, oui, mais c'est surtout une histoire de reconstruction. Et vous ? Avez-vous déjà transformé un échec en succès pour prouver à quelqu'un qu'il avait tort ? Avez-vous déjà dû être dur avec votre famille pour vous protéger ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, je lis tout. Si cette histoire vous a touché, lâchez un pouce bleu, c'est très important pour soutenir la chaîne, et partagez la vidéo avec quelqu'un qui a besoin de motivation. À très bientôt pour une nouvelle histoire.